Le FMI a pour vocation de promouvoir et d'assurer la stabilité économique, la stabilité monétaire internationale. Donc il a un rôle de surveillance des marchés financiers et d'assistant technique et financier. Que le FMI peut proposer des pistes, mais encore une fois, moi je pense que le FMI va appuyer les pays africains, mais encore une fois, c'est aux pays africains aussi de trouver des modèles de financement innovants pour pouvoir financer leurs investissements. Bonjour et bienvenue dans Multipolaire sur Global Africa Télé Sud. Le FMI a approuvé en avril la demande du Mali d'une aide d'urgence de 129 millions de dollars dans le cadre de la facilité de crédit rapide. Il s'agit d'une aide pour faire face aux graves inondations dans ce pays, une aide qui s'inscrit également dans le cadre d'un programme économique de 11 mois pour accompagner le Mali et la mise en œuvre de réformes. Un accord au terme de négociations, c'est vrai, assez difficile entre le Mali et la transition malienne, entre le FMI et la transition malienne. Le FMI qui accompagne également les autres membres de l'Alliance des États du Sahel, le Niger et le Burkina Faso. Alors faut-il considérer que le Mali et ses voisins sont sous tutelle du FMI? On en débat tout de suite avec nos invités, avec vous, Tricia van der Berg. Vous êtes experte en intelligence stratégique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation et bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir et puis avec nous également Alceni Thiam, chercheur associé à l'IPSE. Merci beaucoup à vous également d'être avec nous, Alceni. Moi, tu vous remercie pour l'invitation. Alors, comment vous interprétez ce soutien, cette confiance accordée par le FMI, mais aussi la Banque mondiale au Mali, au Niger, au Burkina Faso? On disait les pays de l'AES isolés au bord de l'effondrement économique. Et finalement, les institutions de Bretton Woods y effectuent un retour en force. Bien, merci beaucoup pour la question. Effectivement, le soutien actuel des institutions de Bretton Woods, il ne faut pas le considérer, ce n'est pas un revirement idéologique, mais vraiment un calcul stratégique. C'est-à-dire que le FMI et la Banque mondiale ont compris que l'isolement de ces pays pouvait aggraver l'instabilité régionale. Plutôt que de créer un vide géopolitique, elles choisissent de rester engagées dans ces pays, dans une logique de stabilisation économique, on peut dire qu'on peut appeler minimale, et pour éviter aussi que d'autres puissances n'occupent le terrain. Comme vous savez, la nature a horreur du vide et donc il faut aussi également occuper le terrain. Il apparaît également qu'il y a des signaux forts aussi en ce moment de la part des États du Sahel, notamment du Mali récemment, et ils ont perçu ces signaux. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a connu récemment une remarquable opération sur les marchés des titres publics de l'UMOA. Ils ont réussi à lever, le pays a réalisé en fait une émission record qui était d'un montant d'environ 32 milliards de francs CFA, donc ce qui équivaut à peu près à 55 millions de dollars, 50 millions d'euros à ce niveau-là. Mais ce qui est important, c'est que ces signaux, c'est par exemple les taux de couverture de cette opération. Le taux de couverture, il était de 152%, et il faut savoir que cela montre un intérêt fort en fait des investisseurs pour les bons du Trésor malien. Et donc, tout de suite, ça envoie des messages clés, comme je dis, des signaux forts au niveau de la communauté internationale, mais aussi de la sous-région de l'UMOA. C'est-à-dire que là, il y a une confiance qui est renforcée dans l'économie malienne. On a de la crédibilité budgétaire pour le pays, de l'attractivité financière. Ça, c'est des signaux que ça envoie. On voit qu'il y a une mobilisation de la sous-région autour du pays. Donc là, avec cette opération, le Mali confirme et s'impose comme un acteur crédible et structurant, en tout cas dans l'architecture financière de la sous-région. Et la leçon qu'il faut tirer de tout ça, finalement, c'est que ces économies du Sahel sont résilientes au final. Elles sont résilientes, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où elles restent solidaires, elles peuvent être résilientes.
comme aujourd'hui nous sommes dans un monde interconnecté et multidimensionnel, multipolaire, nous devons absolument vivre avec les autres. Et donc la communauté des intérêts permet à avoir cette soutenabilité. Et ça, il faut le mettre sur le compte de l'Alliance États du Sahel? On peut le mettre sur le compte de l'Alliance des États du Sahel. Al-Seni? Oui, je suis d'accord avec son analyse. C'est vrai que la situation des pays du Sahel est un peu complexe. Ils sont quand même face à des difficultés. Il faut financer des politiques d'investissement et malheureusement, il y a des dettes qui sont élevées. Et cette aide du FMI d'un montant d'à peu près de 200 millions d'euros vient à point nommé, d'autant plus qu'on sait que l'USAID se retire. Et donc avoir une aide financière, c'est que d'une certaine manière, avec ce surplus-là de revenus, je pense que c'est intéressant. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des pays comme le Mali, malheureusement, sont dans des situations complexes. Avec cette intégration de l'AES, ça prend du temps. Comparé à la CEDEAO avec une liberté d'échange qui était beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Et malheureusement, quand nos pays sont un peu contraints au niveau financier, il faut chercher des investissements. Et comme vous le dites un peu, c'est vrai que les pays comme les pays de l'AES essayent justement de monter en souveraineté, mais parfois, ils ont aussi besoin d'aide, d'autant plus dans ces contextes actuels. Mais la question aussi, c'est de savoir si finalement, sans une aide extérieure, en l'occurrence là, l'aide du FMI, mais aussi de la Banque mondiale, ces économies du Sahel, est-ce que ce sont des économies viables? Tricia? À court terme, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce qu'aujourd'hui, ces pays sont dépendants. Ils sont dépendants au niveau à l'aide budgétaire, mais ce n'est pas eux-mêmes, c'est pas que les pays de l'AES, c'est tous les pays d'Afrique de manière générale. Ils sont dépendants à l'aide budgétaire, aux facilités de paiement, au refinancement multilatéral. Donc tout cela, c'est des faiblesses structurelles. Donc cette dépendance pourrait devenir stratégique si elle est utilisée pour renforcer la capacité de mobilisation des ressources internes, améliorer la gouvernance et financer des infrastructures productives. Donc le défi est donc ici de construire une souveraineté économique soutenable qui ne compromette pas la viabilité macroéconomique de la région. Parce qu'au Mali, par exemple, on l'a vu ces derniers temps, j'ai évoqué les inondations, il y a les vagues de chaleur, l'insécurité, ça c'est valable pour toute la sous-région, il y a aussi la baisse de la production de l'or Al-Seni, donc on comprend que c'est compliqué quand même pour un pays comme le Mali d'absorber tous ces chocs. Est-ce qu'il y a réellement, sans cette aide, sans cette intervention du FMI, des institutions de Bretton Woods, le risque d'un effondrement de l'économie? Vous savez, les pays comme le Mali et les pays de l'AES, aujourd'hui, ils évoluent d'une certaine manière avec des économies intégrées et ils dépendent aussi beaucoup des économies occidentales et du FMI parce que, disons d'une certaine manière, c'est des villes urbanisées. On importe des produits extérieurs. On est dans un mode de vie qui est très inspiré du modèle occidental. Donc nos États ont des dépenses, ont des charges. Et aujourd'hui, les FMI essayent justement de permettre justement à ces États-là de pouvoir subvenir à des crises. Parce que justement, comme vous l'avez dit, il peut y avoir des problèmes climatiques, mais aussi il y a des soucis justement au niveau des investissements parce qu'on a des défis d'investissement majeurs, notamment au niveau de l'éducation, de la santé, de l'agriculture. Donc se priver aujourd'hui d'institutions comme les FMI, en sachant que c'est des institutions qui peuvent apporter de la valeur ajoutée et surtout des revenus d'urgence, je pense qu'à ce niveau, c'est difficile pour nos pays de ne pas s'appuyer sur ce type d'organisme. Parce que, disons, d'une certaine manière, comme vous le soulignez, on a nos matières premières. Mais comme je le souligne souvent, tant qu'au niveau des termes de l'échange, on ne développe pas beaucoup d'industrie, je pense que se priver de ces institutions-là, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Et puis, il y a une concentration aussi des efforts budgétaires vers le tout sécuritaire aussi, ça c'est problématique. Oui, lourd, bon, alors, je pense qu'ils sont quand même pragmatiques puisque, comme je le disais, à court terme, c'est difficile de se passer des aides internationales, mais à moyen et long terme, l'AES est déjà en train de construire quand même et de mettre en place des projets dans le sens d'alternatives régionales pour rechercher des financements. La création de la banque d'investissement notamment ou d'un fonds de stabilisation au sein de l'AES marque en fait des tentatives de se doter d'instruments propres de financement et du développement justement et des
de résilience économique. Mais il faut être réaliste, c'est-à-dire que cette stratégie peut accroître l'autonomie financière régionale et renforcer l'intégration sud-sud, mais toutefois, sa réussite va dépendre de la convergence des politiques économiques, de la capacité à mobiliser de l'argent et de l'épargne intérieure, et la transparence aussi dans la gestion de ces institutions. Donc l'AES, certes, mais c'est normal parce que la priorité des priorités, c'est la sécurité. Mais ensuite, je pense qu'ils ne doivent garder à l'esprit, le fait qu'il y a quand même d'autres secteurs aussi qui sont fondamentaux et stratégiques pour l'État. On va revenir justement sur un point que vous avez évoqué, c'est cette banque d'investissement, la recherche d'alternatives aussi de financement. Mais il y a quand même un point qu'il faut aborder, ce sont les négociations qui ont eu lieu entre la transition malienne et le FMI. Ça a été quand même très compliqué au départ. Il y a eu plusieurs délégations du FMI qui ont fait le déplacement, d'ailleurs de façon discrète, Alseni, au Mali. Les points de blocage, quels étaient ces points de blocage à votre avis? Au niveau des points de blocage, je pense que c'est au niveau peut-être des intérêts que justement le FMI veut accorder à ces pays-là, parce que justement ces pays-là essayent justement de négocier à des taux d'intérêt plus faibles pour pouvoir obtenir des prêts et pouvoir justement financer leur politique d'investissement. Donc je pense que c'est au niveau des intérêts surtout qu'il peut y avoir des blocages, et peut-être aussi au niveau du remboursement, parce que c'est vrai que souvent on reproche justement au FMI de parfois prêter à ces pays africains, mais avec des intérêts parfois élevés, et comme je le dis souvent, ça peut créer des pièges, notamment un piège au niveau de la dette, et donc à ce niveau, les pays africains se disent aussi que parfois, comme elle l'a souligné, il faudrait peut-être essayer d'avoir d'autres leviers de financement, un financement interne pour pouvoir mobiliser l'épargne intérieure pour pouvoir financer des investissements, et aussi essayer par exemple d'utiliser d'autres types de financement comme le crowdfunding qui permet justement d'être des alternatives par exemple auprès du FMI. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a des choses à faire, mais encore une fois, les pays africains ne pourront vraiment sortir de l'ornière que si elles créent un modèle de croissance qui puisse être périn et qui puisse permettre justement de créer de la production locale, la consommation locale sans forcément dépendre de l'aide extérieure. Tricia, évidemment, le FMI exige des contreparties, des réformes financières, des réformes économiques. Est-ce que le Mali dispose d'une marge de manœuvre à ce niveau ? Alors, bien sûr que tous les pays ont une marge de manœuvre. Maintenant, il faut remettre d'abord les choses dans leur contexte. Le FMI a pour vocation de promouvoir et d'assurer la stabilité économique, la stabilité monétaire internationale. Donc il a un rôle de surveillance des marchés financiers et d'assistant technique et financier. Et donc, quand il est dans ce rôle-là, lorsqu'il propose des réformes, etc., il est dans son rôle de conseiller, d'assistant. Mais malheureusement, ce que les pays africains reprochent au FMI, c'est qu'il se positionne parfois dans un rôle de donneur d'ordre. Ce n'est pas un donneur d'ordre, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa mission fondamentale. Ça arrive dans certains contextes, parce qu'il ne faut pas oublier que le FMI ne prête pas qu'à l'Afrique. D'accord ? Oui. Mais c'est-à-dire qu'il a parfois un rôle de donneur d'ordre, c'est comme ça qu'il est perçu. Est-ce que c'est peut-être tout simplement des barrières interculturelles, c'est-à-dire qu'ils ne contextualisent pas assez leur approche sur le continent, et donc il y a un dialogue de réciprocité qui est important. C'est-à-dire que si vous êtes là en tant qu'assistant technique et financier, il faut avoir le discours qui va avec. Et je pense que les réformes aussi, il y a des réformes qui sont nécessaires aujourd'hui auprès de ces organismes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris en compte aussi l'évolution de la situation sur le continent, le développement. C'est un problème de critères de convergence économique ? C'est pas un problème de critères, mais c'est surtout un problème de prendre en compte, de créer des outils de mesure, des KPI qui vont tenir compte des réalités locales. Et c'est là aussi les points d'échoppement. C'est-à-dire qu'on estime que certaines approches du FMI sont très technocratiques, très orientées que sur des datas très macroéconomiques qui ne prennent pas en compte la culture du pays, le niveau de développement de la population, le nombre de la population, quels sont leurs besoins. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, qui devraient contextualiser beaucoup plus le débat.
Alseni là-dessus. Oui, c'est vrai que c'est intéressant et comme je le dis souvent, en fait, le FMI, ils imposent des critères aux pays africains, notamment la logique du FMI, c'est une logique assez libérale. Disons d'une certaine manière, ils imposent justement à ces États de pouvoir, par exemple, avoir une dette publique à un certain niveau du PIB, de maîtriser des indicateurs comme l'inflation et parfois les pays africains sont dans une situation telle que parfois rembourser la dette avec des intérêts, parfois c'est tellement compliqué pour eux de maîtriser l'inflation à 3-4% et donc du coup ils essayent de trouver autre chose et donc parfois c'est un peu compliqué, ils sont comme dans une forme de piège parce que ces institutions-là obéissent dans des logiques un peu monétaristes, un peu friedmaniens, alors que justement parfois ces États-là ont besoin de dépenser leur argent pour pouvoir parfois même générer du déficit pour pouvoir financer les investissements. Donc à ce niveau, il peut y avoir des blocages qui se créent et qui peuvent rentrer en contradiction avec les logiques et les impositions du FMI. Encore une fois... Mais est-ce qu'on peut parler clairement de pression? Est-ce que le mot il est trop excessif, pression de la part du FMI? C'est difficile à dire. Moi, je n'utiliserais pas le mot pression parce que justement, si les États le perçoivent comme de la pression, et on est sur des questions de responsabilité, c'est-à-dire que à quel moment vous êtes souverain si vous laissez l'extérieur vous mettre justement de la pression. Pour moi, il faut juste remettre chaque acteur dans ce rôle. Moi, je suis l'État, vous êtes le FMI. Le FMI, vous êtes censé être un filet de sécurité macroéconomique comme partenaire de développement à moyen terme, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, on n'est pas sur du long terme. Il y a l'absence de programme actif et complet, je veux dire, parce qu'il y avait une crise de confiance mutuelle qui est due justement, comme disait tout à l'heure mon cher copanéliste, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des conditionnalités perçues intrusives ou déconnectées des réalités locales. C'est-à-dire que ça va être la réduction de la dépense publique, les réformes des subventions à l'énergie. Bon, vous qui avez on ne prend pas en compte le Malien qui doit aller à sa pompe d'assurance pour prendre son essence, qui n'a pas les moyens des pays occidentaux pour pouvoir subir la réduction de cette subvention. Et en fait, c'est ça, c'est de contextualiser leur approche. Je pense que si on est dans une bonne intelligente, ils peuvent arriver à créer une sorte d'hybridation, de modèle hybride stratégique qui va leur permettre au FMI d'intervenir en cas d'urgence et ensuite, eux, en parallèle, de pouvoir développer leur stratégie. Mais pour approfondir ma question, le mot pression est peut-être un peu excessif, mais c'est vrai que le FMI a quand même des intérêts très forts, ne serait-ce que dans cette sous-région ouest-africaine, puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une résilience, il y a des perspectives de croissance qui sont saluées même par le FMI, qui poussent justement les institutions de Bretton Woods à négocier des programmes économiques sur une longue durée avec les pays de l'AES, le Mali. Et finalement, si ces économies du Sahel s'écroulent, ce sont tous les programmes finalement du FMI dans toute la sous-région qui risquent d'être impactés, Alseni. Oui, si justement ces pays africains aujourd'hui ne sont pas assistés par le FMI, c'est clair qu'il y a un risque de crise. Aujourd'hui, on est quand même... Mais pour le FMI aussi, c'est problématique. Oui, c'est problématique parce que justement, le FMI aussi a intérêt justement à ce que l'économie mondiale se porte mieux, à ce que les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs de la croissance des pays africains se portent mieux, parce que ça va dans l'intérêt de la croissance non seulement régionale, mais aussi ça permet justement de résolver certaines problématiques de la Banque mondiale qui sont quand même, dont les objectifs sont quand même la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'exclusion et la lutte contre les inégalités sociales. Donc à ce niveau, je pense que le FMI joue son rôle et fait partie de son rôle. Mais aujourd'hui, en dehors du FMI aussi, il y a des contrats justement qui commencent à se mettre en place, des contrats un peu plus pragmatiques qui permettent justement d'avoir des solutions de financement autres que justement, par exemple, avec le FMI. Donc à ce niveau, je pense que les pays africains aussi doivent jouer sur ces partenariats, notamment les partenariats pragmatiques pour pouvoir justement développer de nouveaux fonds, pour pouvoir justement appuyer ce que le FMI fait déjà. C'est comme par exemple le cas en Guinée, par exemple, où moi j'ai travaillé pour le ministère des Investissements, où on essaye justement de mettre en place beaucoup plus de partenariats pragmatiques avec les États pour pouvoir justement obtenir des contrats
de gré à gré pour pouvoir financer les objectifs d'investissement. Alors tout à l'heure, vous avez mentionné à juste titre la suppression des programmes d'aide de l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, donc une décision de Donald Trump. En quoi cela change la donne, notamment en ce qui concerne le retour des institutions de Bretton Woods dans cette région, Tricia, à votre avis? Dans une certaine mesure, ça change la donne parce que le retrait de l'USAID crée un vide au niveau de tout ce qui va être aide pour le développement. Donc, dans des secteurs comme l'éducation, la santé, la résilience durable. Mais ici, c'est ce que je précisais tout à l'heure, c'est-à-dire que le FMI, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa vocation de faire de l'aide au développement. Donc, lui, il est là pour faire sa mission, qui est surveiller les marchés financiers, apporter de l'assistance financière et technique sur son... Et c'est son rôle. Sa vocation, c'est la protection des systèmes monétaires internationaux. Donc, il n'est pas là pour faire de l'aide au développement. Donc, il ne peut pas remplacer l'USAID, mais son retour montre que l'approche, en tout cas pour l'Occident, l'approche budgétaire et l'approche est jugée prioritaire aujourd'hui pour éviter l'effondrement du système économique dans la région. Il y a eu quand même le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Finalement, avec ce retour en force du FMI, mais de la Banque mondiale aussi, est-ce que cela montre que cette rupture, elle est avant tout symbolique, politique, mais que sur le plan économique, finalement, il n'y a pas eu de rupture avec les autres institutions de gouvernance monétaire et financière dans la région? Oui, après, avec le FMI et la Banque mondiale, je pense que c'est les institutions de Bretton Woods et les objectifs des institutions de Bretton Woods, c'est pouvoir appuyer justement ces pays africains parce que dans leur logique, je pense qu'ils ont un travail en commun qui puisse permettre justement aux pays africains de pouvoir se développer et sortir de la pauvreté. Mais encore une fois, aujourd'hui, c'est vrai que les pays comme le Mali sont en crise, des pays du Sahel sont en crise et on peut se demander justement face à cette crise-là, est-ce qu'ils n'ont pas forcément besoin des institutions internationales extérieures, tout en sachant aujourd'hui qu'ils veulent quand même avoir une nouvelle voie, une nouvelle dynamique qui peut justement entrer en contradiction avec ce que le FMI prône en termes de valeurs. Mais encore une fois, je pense que pour que des pays comme le Mali puissent prendre encore plus d'ampleur, je pense qu'il faudrait qu'ils s'imposent plus globalement et que surtout qu'ils essayent d'avoir une indépendance financière vis-à-vis du FMI. Ce n'est pas gagné, mais encore une fois... Mais est-ce que ça remet en cause, pour préciser un peu ma question, la notion de rupture avec la CEDEAO finalement? Alors la rupture, il faut je pense, distinguer deux choses ici. Il y a le discours politique et il y a la réalité économique des pays. Donc oui, bien sûr, il y a eu une rupture politique, c'est normal, nous sommes dans un monde multipolaire, interconnecté, comme je le disais tout à l'heure. Les mécanismes donc techniques, mais on a maintenu les mécanismes techniques et de l'UMOA, donc le marché régional, l'UMOA titre, la BCAO, tous ces éléments-là continuent de fonctionner. C'est la preuve que malgré la rupture symbolique, c'est une rupture symbolique, les interdépendances régionales restent très fortes. Elles restent très fortes entre ce pays. Et puis, on ne déconnecte pas comme ça un pays d'une union monétaire du jour au lendemain. C'est un processus, ça prend du temps, il y a des réformes à mettre en place. Non, mais c'est vrai, j'ai dit tout à l'heure, les négociations entre le Mali et le FMI ont été très compliquées parce que le Mali réaffirme le principe de souveraineté. Mais est-ce que ce principe, il est compatible avec les exigences du FMI Parce qu'Abdoulaye Maïga, le Premier ministre malien, affirme que la souveraineté n'est pas négociable. En même temps, il qualifie aujourd'hui le FMI de partenaire privilégié. Oui, après, c'est au niveau des négociations que ça se joue. Et c'est au niveau des valeurs aussi que les pays comme l'AES défendent. Après, bien évidemment qu'ils sont un peu sous le piège et qu'ils ont besoin des aides du FMI, mais peut-être qu'ils voudraient une relation beaucoup plus horizontale, où par exemple, quand il y a des contrats qui sont négociés ou des prêts qui sont négociés, qu'ils parlent d'égal à égal, de manière horizontale. Et je pense que c'est à ce niveau qu'ils ont envie vraiment d'impulser quelque chose de nouveau. Mais je ne pense pas forcément qu'ils veulent... par exemple, se soustraire totalement des aides du FMI. Justement, Tricia, le narratif des transitions militaires, est-ce que c'est un narratif qui est crédible? Celle-ci dénonce évidemment la monnaie franc CFA, le néocolonialisme, mais accueille à bras ouverts aujourd'hui ces institutions qui incarnent, on peut le dire quand même, tout ce qu'elles rejettent. Alors, comme je disais tout à l'heure aussi,
Je soutiens fermement qu'il faut vraiment distinguer le discours politique qui sert à affirmer une souveraineté de la gestion technique. Dans les faits, est-ce qu'il y a réellement une souveraineté là? Dans les faits, oui, il y a une souveraineté. À partir du moment où vous êtes maître de vos décisions, vous êtes souverain. Et que vos décisions ne sont pas influencées par l'extérieur, vous êtes souverain. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez de vos actions politiques, économiques et financières, sécuritaires, vous êtes souverain. Ça, c'est la décision, le discours politique qui affirme la souveraineté. Mais la gestion technocratique de la finance publique, et c'est le cas en l'espèce, c'est ce que je dis, c'est que je pense que le scénario qui se profile, si les dirigeants sont pragmatiques, c'est l'hybridation stratégique, donc de maintien de la coopération partielle avec le FMI qui encadre sur les urgences. Vous dites coopération partielle? Ben oui. Parce que de toute manière, pour l'instant, c'est lié dans un temps. Donc, et il ne faut pas oublier que l'aide au développement, c'est censé être une fois. Ça, c'est l'aide au développement. C'est l'aide à se développer. Si on commence, je me rappelle, il y a un économiste... quand même, les programmes du FMI s'inscrivent au final, in fine, sur le long terme, Alseni. Oui. On s'en aperçoit. On est sur du moyen-long terme, bien entendu. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que dans le court terme et à moyen terme, bien sûr que c'est une option et pour moi, c'est sur les urgences que là, c'est la vocation d'intervenir. Parce que vous avez parlé à juste titre tout à l'heure de la banque d'investissement de l'AES. Qui va participer finalement, Alseni? Est-ce que le FMI, la Banque mondiale sont présents aussi parce qu'il y a un problème, une absence d'alternatives proposées par les nouveaux partenaires, notamment la Russie, la Chine, qui investissent énormément dans des secteurs très spécifiques, l'énergie, le secteur minier. Oui, des pays comme la Russie investissent dans le secteur minier et aussi dans tout ce qui est question sécuritaire. Mais après... la sécurité. Et la sécurité. Après, je pense que le FMI peut proposer des pistes, mais encore une fois, moi je pense que le FMI va appuyer les pays africains, mais encore une fois, c'est aux pays africains aussi de trouver des modèles de financement innovants pour pouvoir financer leurs investissements. Mais pourquoi ils ne trouvent pas de financement ailleurs ? Parce qu'aujourd'hui, dans la géopolitique mondiale, seule la Banque mondiale et le FMI ont les moyens d'apporter de l'aide à ce niveau-là, de l'aide budgétaire. La coopération, qu'elle soit russe, qu'elle soit chinoise, qu'elle soit turque, ont des secteurs bien spécifiques. La Russie, on est dans la coopération sécuritaire, la Chine sécuritaire maintenant, mais aussi dans la coopération sur les infrastructures. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le FMI est le seul capable d'injecter rapidement, parce que c'est ça qu'ils ont besoin, rapidement de la liquidité, d'aider à structurer la dette et de refinancer le budget de l'urgence, dans l'urgence. Pour rebondir à ce qu'elle dit, c'est vrai que le FMI est justement le financeur principal, mais après, il y a par exemple des possibilités d'avoir des partenariats publics et privés, et les pays africains commencent justement à mettre en place beaucoup plus de partenariats publics et privés pour permettre justement de pouvoir financer certains investissements. Ça peut être par exemple des contrats de délégation de marché public qu'ils peuvent accorder à certaines entreprises pour pouvoir justement financer les projets d'investissement et les projets en matière d'investissement et d'autres types de projets pour le développement des pays africains. Donc pour conclure, les pays de l'AES n'ont pas vraiment le choix. Ils sont obligés aujourd'hui de souscrire aux réformes financières, économiques imposées par le FMI. Si on a toujours le choix, maintenant, est-ce qu'on assume les conséquences de son choix ? Et ça, c'est les chefs d'État de l'AES qui pourront répondre. Une dernière question. On voit aujourd'hui la situation compliquée au Mali, les partis politiques qui se mobilisent contre une dissolution. Est-ce qu'à un moment donné, par exemple, le FMI peut taper du poing sur la table et dire voilà, la situation n'est plus viable aujourd'hui, il faut maintenant organiser des élections dans l'intérêt des pays en question. Cela vaut pour le Mali, mais aussi le Niger et le Burkina Faso, et peut-être, pourquoi pas, le FMI peut aussi dire, voilà, si ce n'est pas le cas, il y aura une suspension de l'aide. Oui, avec le FMI, ça peut être possible que justement le FMI tape du poing sur la table, mais des partenaires comme par exemple l'Union européenne et des partenaires comme la francophonie peuvent aussi taper du poing sur la table pour justement dire qu'il faut des élections dans les pays africains. D'autant plus que la plupart des pays africains, que ce soit les pays que vous avez soulignés, le Mali, le Niger, le Burkina et d'ailleurs la Guinée s'enlisent un peu dans les situations de contestation aujourd'hui. On a pu le voir en Guinée récemment, des manifestations civiles. Donc à ce niveau, je pense qu'il faudrait quand même que les institutions partenaires essayent
justement de pousser à ce qu'il y ait des élections et surtout des élections qui soient inclusives et transparentes. Tricia. Alors, historiquement, le FMI n'intervient pas directement sur les questions de gouvernance politique, mais de façon indirecte. Ouais, j'allais dire pas ouvertement. On n'intervient pas silencieuse. Une instabilité qui est prolongée, l'absence de perspectives démocratiques peuvent affecter ce que je vais appeler tout ce qui va être la notation des risques, la confiance des bailleurs de fonds et donc le maintien de l'aide. Et il pourrait alors conditionner la poursuite de ces programmes à une feuille de route crédible, comme cela s'est vu dans d'autres contextes de pays africains. Merci beaucoup pour votre éclairage, Tricia van der Berg. Je rappelle que vous êtes experte en intelligence stratégique. Merci beaucoup à vous également, Alcénie Thiam, chercheur associé à l'IPSE. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Moustapha Kanté pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez retrouver bien sûr Multipolaire sur les réseaux sociaux de Global Africa Télé Sud, YouTube, X, TikTok. À la semaine prochaine.